présenter les uns après les autres et je débuterai avec Paul. Paul, si tu veux dire quelques mots à ton sujet pour te présenter. Ensuite, je demanderai le même exercice à Lavagnon et pour terminer avec Audrey et nous démarrerons les questions du panel par la suite. Et merci Nathalie. Écoute, je me présente rapidement. Mon nom est Paul Bird. Je suis vice-président à l'administration portuaire de Montréal. Je suis responsable pour la mise en œuvre et la construction du futur terminal de Contrecœur, donc qui est le prolongement des activités portuaires sur l'île de Montréal. C'est un projet de longue haleine, donc c'est un projet qui se rattache bien à l'opération actuelle. Donc, mon expérience de construction dans les infrastructures majeures au Québec s'est concentrée dans les 10 dernières années dans le secteur minier. Donc, des installations portuaires, ferroviaires, routiers, c'est toutes des infrastructures auxquelles j'ai eu la beauté d'avoir l'expérience de travailler sur des travaux structurés, des infrastructures et des grands projets structurants comme ces derniers-là. Donc, aujourd'hui, le plaisir, Nathalie, d'être avec vous. Merci beaucoup, Paul. Lavagnon, est-ce que Merci tu beaucoup, as... Nathalie. Donc, ça fait plaisir de vous retrouver cet après-midi. Je m'appelle Lavagnon Ika, je suis professeur de gestion de projet et directeur fondateur de l'Observatoire des grands projets de l'école de gestion Telfeu à l'Université d'Ottawa. Je m'intéresse beaucoup aux projets d'infrastructure, qu'elles soient économiques ou sociales, que ce soit les prisons, les écoles ou les hôpitaux, mais plus particulièrement aux projets de développement international. Les questions qui m'intéressent portent sur pourquoi on observe une contre-performance assez fréquente des projets et pourquoi les projets bifurquent par rapport au cheminement prescrit au plan. Merci, Lavagnon. Audrey? Bonjour, donc Audrey Atwood, je travaille à la Société fédérale des ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée, PJCCI de son petit nom. Je suis spécialiste en développement durable et partie prenante à la société dans l'équipe environnement et développement durable. Donc moi, je suis géographe et urbanologue de formation. J'œuvre depuis plus de 15 ans en développement durable et en mobilisation et engagement des parties prenantes. J'ai exercé dans plusieurs structures, notamment dans un centre de recherche en responsabilité sociale et éco-citoyenneté qui est rattaché au Collège de Rosemont. Puis j'ai eu la chance d'aborder vraiment divers sujets, lutte aux îlots de chaleur, mobilité, gestion des matières résiduelles, aménagement du territoire. Donc, merci beaucoup de m'accueillir dans ce panel. Bien, merci Audrey. C'est un plaisir, comme j'ai mentionné, de vous avoir à l'entour de notre table virtuelle. Alors, je me lance sans plus tarder en vous posant notre première question. Je vous demanderai comment les projets sur lesquels vous travaillez ou vous avez travaillé s'attachent à intégrer les dimensions sociales ou les bénéfices non financiers. Et pouvez-vous nous en donner un exemple concret? Alors, cette première question, je la lance en regardant Audrey. Audrey, je vous demande de répondre à cette question. Merci Nathalie. Donc peut-être avant tout dire que PJCCI existe depuis 1978. Elle est responsable du pont Jacques-Cartier, du pont Champlain d'origine, de l'estacade du pont Champlain, du pont de contournement de l'île des Sœurs, des sections fédérales de l'autoroute Bonaventure et du pont Mercier, ainsi que du tunnel de Mélogeville. Donc, de par l'énoncé de sa mission, PJCCI se positionne vraiment par rapport à ces enjeux. C'est assurer la mobilité des usagers, la sécurité et la pérennité des infrastructures en préconisant une gestion systémique selon une approche de développement durable. Donc, on parle beaucoup depuis ce matin de par quelle approche on aborde les projets. Donc, nous, c'est par une approche de développement durable que la société a décidé de prendre son angle. Donc, je dirais que c'est autant au niveau corporatif qu'à un niveau plus opérationnel dans les projets. Alors, comment ça se passe à l'intérieur? Tout au long de la chaîne de valeur, PJCCI intègre les considérations sociales et environnementales. PJCCI développe des stratégies d'engagement et de relation avec ses parties prenantes dans ses projets. Comment ça se passe? Analyse, le classique analyse, identification, information, puis le choix des stratégies. Information, consultation, implication, collaboration ou même parfois délégation selon le cycle de vie du projet et où on se trouve.
Dès l'idéation, à PJCCI, on s'intéresse à ces questions-là et à ces dimensions-là. Donc, à l'intérieur des plans directeurs d'aménagement et de développement et le début des études préparatoires, comme le mentionnait Mario juste un peu plus tôt. Puis ensuite, lors des étapes d'ingénierie sommaire et détaillée, de conception et de vie, de construction, et sans oublier l'opération et l'entretien qui est très important. On a développé plusieurs programmes qui ont été développés tout au long qui se développent tout au long du cycle de vie du projet. Donc, quelques exemples de programmes spécifiques en collaboration avec de nombreuses parties prenantes dans de nombreux sujets. Donc, aborder positivement l'itinérance avec l'organisation, par exemple, le spectre de rue, principalement sous le pont Jacques-Cartier. Travailler avec des groupes d'intérêt particuliers comme marche sur le pont Champlain avant sa fermeture, hein, donc des visites guidées. Favoriser l'expérience usagée à travers des sondages, mobilité, des ateliers de conception. Travailler sur les nuisances publiques, les mesures de mitigation sur mesure avec des murs anti-bruit, toujours en collaboration avec, pour ce cas-ci, les citoyens. Donc, vous voyez, PJCCI s'est doté d'un important portefeuille d'initiatives. Je vous en ai donné vraiment que quelques exemples et on essaye de les rendre pérennes en les répliquant d'un actif à l'autre lorsque pertinent. L'objectif, c'est vraiment l'amélioration constante de nos pratiques, donc au fil des expériences et de leçons apprises, et l'évolution des attentes des besoins des communautés impactées. Donc, pour le cas concret, évidemment, de manière très courte, des constructions Champlain, on a développé toute une démarche participative. Donc, les objectifs, c'était vraiment de faire comprendre à la population pourquoi on déconstruisait le pont et accompagner aussi les citoyens par rapport à tous les nuisances qu'un grand projet d'envergure peut amener. Et, merci beaucoup, Audrey. C'est très intéressant de voir cette intégration à plusieurs étapes et en étroite collaboration. Maintenant, je me retournerai vers Paul. Paul, est-ce que tu peux nous répondre toi aussi à ton tour à cette question? Merci, Nathalie. Bon, les dimensions environnementales et sociales, c'est des enjeux centraux du projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur. Notre nouveau terminal sera construit en milieu naturel sur le territoire de la ville de Contrecœur, près des importants axes routiers, dont la route 132 et l'autoroute 30, et aussi à proximité de certaines résidences, ce qui est un enjeu pour nous. Le trafic routier et ferroviaire en sera affecté et de plus en plus à chaque année. Donc, on aura une augmentation, ce qu'on appelle pour nous un ramp-up. Donc, sur un plan social, nous devons préparer la communauté à accueillir nos activités. Nous l'avons fait dès le départ en menant la consultation publique visant à informer les citoyens et les intervenants politiques et économiques locaux. Nous avons fait de la pré-consultation qui a été réalisée en 2014 et 2017 en amont du processus officiel. Donc, il y a des centaines de personnes rencontrées et consultées. On a aussi fait de la consultation publique auprès de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada en 2018, dont vous le saviez, environ 92 mémoires qui étaient reçues et dont 86 étaient favorables. Nous avons analysé évidemment les retombées économiques dont profitera la communauté de Contrecœur et sa région et même l'économie canadienne. On parle de 5 000 emplois en construction et environ 1 000 emplois à terme pendant l'exploitation ou l'opération. Mais nous avons aussi été très transparents quant aux impacts moins positifs du projet. Le trafic de camions, le trafic des trains, le bruit, la luminosité, tout comme nous le faisons avec nos voisins qui vivent près des terminaux de l'île de Montréal. Nous avons constitué en collaboration avec notre partenaire privé un comité de bon voisinage à Contrecœur qui servira de plateforme de communication entre les citoyens et le port en vue de bien comprendre le plus tôt possible les effets de nos activités sur la qualité de vie pour éventuellement proposer des mesures d'atténuation de ces effets, notamment en partenariat avec la municipalité. On s'est investi aussi beaucoup dans des événements et des organismes locaux régionaux à vocation sociale et environnementale. On parle de Corvée nettoyable des berges. On participe au Centre d'action de bénévoles de Contrecœur. On est présent aussi à la Maison de la famille et la Maison des jeunes, aussi au Festival des Diableries. Et surtout aussi, on fait un soutien financier au programme ALUS, de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie, qui vise à compenser les agriculteurs
qui consacrent une partie de leur terre à des projets de rétablissement de la biodiversité et d'assainissement de l'air et des cours d'eau. Enfin, notre équipe, qui est à l'écoute des citoyens et des élus, on s'engage à répondre de façon très transparente à leurs questions et préoccupations. Nous voulons bien sûr les rassurer quant aux impacts du projet, mais nous le faisons toujours avec transparence en communiquant nos données et nos analyses techniques. Nos experts techniques accompagnent toujours nos collègues des communications lorsqu'il s'agit de vulgariser les effets du projet. Les citoyens et les élus veulent connaître les faits, les données objectives, pas juste un message rassurant non plus. On doit aussi souligner le travail essentiel de la consultation et de la collaboration avec les Premières Nations. À titre d'agence fédérale qui propose un projet qui aura des impacts sur le territoire, nous avons l'obligation d'impliquer les Premières Nations, dont les Mohawks, les Abénaquis, les Hurons-Wendat, dans le cadre du projet Contrecœur. Nous les avons consultés en amont du projet. Nous maintenons une communication active avec ces communautés pour les informer des développements du projet et nous identifions avec eux des pistes de collaboration, en particulier en ce qui concerne les initiatives de protection des espèces et des habitats. Les Premières Nations veulent et peuvent jouer un rôle central dans la préservation du territoire. Ils se perçoivent comme les gardiens de ce territoire et le gouvernement du Canada, depuis quelques années, valorise beaucoup cette nouvelle façon de travailler avec les Premières Nations. Pour le Port de Montréal, l'expansion à Contrecœur est le projet qui nous a véritablement engagés dans cette voie. Merci, Nathalie. Merci beaucoup, Paul. Puis, ce que je retiens de ton intervention aussi, c'est un souci réel d'engagement des citoyens, mais aussi des communautés autochtones. Malgré le fait que vous soyez, le projet Contrecœur est en ville, il y a quand même des communautés autochtones à proximité, puis vous avez ce souci de les intégrer et d'utiliser leur expertise pour faire avancer le projet. Donc, c'est très intéressant. Merci, Paul. Je passerai maintenant la parole à Lavagnon. Lavagnon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette question? Merci beaucoup pour cette question, Nathalie. Je n'ai pas le vécu de nos collègues praticiens chevronnés comme Audrey et Paul. Par contre, je suis familier avec une étude de cas que j'ai documentée donc, dans un article de recherche il y a quelques années sur un méga projet d'infrastructure en matière de développement international, le pipeline Tchad-Cameroun. C'est un projet de 4 milliards de dollars qui a été mis au point au tournant du millénaire et réalisé au début du 21e siècle, aux alentours de 2003 par là. C'est un projet de 1000 km de pipeline entre le Tchad et le Cameroun, deux pays pauvres, très, très endettés. Ils demeurent d'ailleurs. Alors, la préoccupation sociale fondamentale dans ce projet, c'était que 60 000 enfants mouraient de malnutrition chaque année au Tchad. Non, excusez-moi, tous les jours au Tchad. 60 000 enfants mouraient de malnutrition tous les jours au Tchad. Et donc, il fallait faire quelque chose. À l'époque, il y a plus de 20 ans, la Banque mondiale devait faire quelque chose. Mais on savait très bien que le gouvernement Déby n'était pas un gouvernement avec lequel il était facile de négocier en matière de bonne gouvernance. Du coup, on a mis en place le projet, mais l'aspect environnemental était tout aussi prépondérant. Pourquoi? Parce que dans la même période, il y avait Exxon Valdez, la catastrophe dans l'Alaska avec Exxon Valdez, vous le savez, en 1989. Et bien sûr, Shell avait connu un désastre environnemental en Afrique et notamment au Nigeria. Du coup, non seulement la préoccupation sociale était très importante, mais également la préoccupation environnementale. Donc, le plan environnemental a pris 19 volumes de documentation parce que la consultation avec les différents acteurs et les parties prenantes à l'international, à l'échelle de deux pays, avec des ONG à Washington, D.C., contre la Banque mondiale, avec 50 000 lettres qui ont été déposées donc, dans la boîte aux lettres de Jim Wolfenson, le président de la Banque mondiale, disant donc qu'il est en train de brader les ressources environnementales du Tchad et du Cameroun. Donc, ça n'a pas été évident, mais le tracé, en ce qui concerne le pipeline, il était enfoui. On s'est arrangé pour que le tracé suive le cheminement des routes existantes, afin donc d'éviter donc, des débordements environnementaux. Et on a fait en sorte que des milliers de kilomètres carrés de forêts
qui avaient été perturbés, notamment au Cameroun, puissent être relativement remplacés en érigeant des parcs nationaux au Cameroun pour compenser. Il y a également l'autre dimension importante des droits de la personne. On n'en a pas parlé beaucoup ce matin, on a parlé d'engagement citoyen, mais ça peut aller aussi loin que les droits de la personne. On savait très bien donc que le gouvernement Déby n'était pas donc modèle en ce qui concerne la protection des droits de la personne. Donc, il y avait des clauses dans le projet qui se sont assurées que si jamais il y avait violation flagrante des droits de la personne, eh bien, que la Banque mondiale allait arrêter le financement de ce projet et sa réalisation, même si il avait commencé. Donc, c'est autant d'éléments qui montrent comment, dans la phase de l'avant-projet, les 3 premières phases de l'avant-projet, le cadre de partenariat pays, je vais parler du Tchad et de sa collaboration avec la Banque mondiale, ainsi que la phase d'identification où la note conceptuelle du projet a été réalisée et la phase de préparation où les études de faisabilité et d'analyse sociale et environnementale ont été faites, eh bien, ces dimensions sociales ont été pas mal prises en compte, ce qui fait que ce projet-là a été considéré comme étant un modèle d'investissement dans les projets d'infrastructure dans les pays du développement à l'époque. Merci beaucoup, Lavagnon. C'est intéressant de voir. C'est sûr qu'un projet de pipeline, c'est toujours un projet qui est sensible, mais que ce projet intègre un souci de biodiversité et, comme tu l'as si bien mentionné, la protection des droits de la personne. Et dans nos projets ici au Québec, au Canada, on soulève très rarement cet aspect-là. Et puis, tu nous l'amènes ici à la table. Alors, c'est très intéressant. Je te remercie. Alors, je passerai maintenant à la deuxième question. J'espère que vous êtes prêts. Alors, c'est quelles retombées et impacts avez-vous constaté de l'intégration de dimensions sociales dans vos projets? Et là, je regarde Paul. Paul, je commencerai avec toi pour répondre à cette question. Merci. Donc, il est clair que le dialogue avec les communautés est beaucoup plus facile lorsqu'il a été mis en place en amont du projet, par les consultations et des échanges fréquents avec les élus. Ça, c'est clair. Dans le cas de l'expansion à Contrecœur, c'est ce bénéfice que nous espérons récolter lors de la construction et de l'opération du terminal. On peut compter sur l'expérience de l'administration portuaire de Montréal à Montréal, qui est exemplaire dans ses relations avec ses communautés. Mais Contrecœur, il ne faut pas s'en cacher, là, amènera de nouveaux défis. C'est une communauté qui est moins habituée à nous côtoyer. Il y a des retombées économiques potentielles qui restent à prouver aussi. Contrairement à Montréal, où l'empreinte économique du port est bien réelle et bien implantée. Une croissance du trafic dans une ville qui n'est pas habituée à un tel niveau de circulation, contrairement à Montréal, c'est un autre enjeu, c'est un autre défi. Bref, d'ici à ce que le projet soit bien concret pour les citoyens de Contrecœur, nous œuvrons à préparer la communauté. C'est en quelque sorte un processus de gestion du changement à l'échelle d'une ville et de sa région. Ce qu'on veut le plus, c'est de s'établir ou de bâtir une relation de confiance et de partenariat. C'est pour ainsi que l'on s'est investi depuis plusieurs années pour assurer son acceptabilité sociale. Merci, Paul. Et puis, j'ajouterais aussi à ce que tu as souligné, c'est sûr que vous faites face avec ce projet-là des enjeux importants. Un terminal, ce n'est pas une sculpture artistique magnifique, là, on va se le dire, mais il y a quand même des façons, comme tu as souligné, là, il y a des défis à faire accepter toute la dynamique, l'écosystème alentour de cette infrastructure-là, mais il y a des façons de faire aussi, c'est ce que vous avez démontré à ce jour, et c'est ce que vous avez, la beauté dans votre dossier, c'est que de façon constante, vous mettez des efforts pour garder ce lien avec la communauté. Alors ça, c'est très important. Alors, je te remercie, Paul, pour cette réponse. Je reviendrai vers Lavagnon. Et pour terminer avec Audrey, alors Lavagnon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces éléments-là? Alors, considérant le pipeline, encore une fois,
Eh bien, ça n'a pas été évident, même si on en a fait un modèle d'infrastructure, en matière d'investissement dans les infrastructures dans les années 2000, ça n'a pas été évident de pouvoir s'assurer donc du respect ou de l'intégration des dimensions sociales. Exemple, il a fallu donc 6 ans de planification pour ce projet et donc 5 ans au moins pour s'assurer des questions entourant la bonne gouvernance et du renforcement des institutions tchadiennes. Exemple, il a fallu donc s'assurer que le gouvernement tchadien vote une loi pour la redistribution des revenus vers les pauvres. Parce que, entendons-nous bien, quand on fait le cadre logique de ce projet, l'argent du pétrole, de l'exploitation du pétrole, est censé aller vers la fourniture de services pour les pauvres, donc des services de réduction, des services en matière de réduction de la pauvreté. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'il fallait une loi, et cette loi-là devait permettre à ce que 80% de la manne du pétrole finance des services dans le domaine de l'agriculture, donc des services et des projets, vous l'aurez compris, dans le domaine donc, de l'éducation et de la santé surtout. Maintenant, malgré tout ce qui a été fait en la matière, malgré toutes les études, malgré l'implication citoyenne, malgré la participation des parties prenantes, parce qu'en développement international, ils ne parlent pas d'engagement des parties prenantes, ils parlent plutôt de participation et ils mettent les bénéficiaires au cœur de la démarche. Eh bien, ce projet qui a été réalisé dans les délais, qui a généré d'excellents revenus pour l'État tchadien, n'a pas pu malheureusement aller dans la poche, l'argent n'est pas allé dans les poches des bénéficiaires. Et pour cause, le gouvernement Déby, qui était donc, comme je le disais ce matin, comment dirais-je, mis sous pression par les rebelles qui étaient aux portes de N'Djamena, la capitale du Tchad, a été obligé de prendre l'argent, et je le fais de façon tout à fait généreuse, a été obligé de prendre l'argent, parce que j'essaye donc d'être tout à fait neutre ici, de prendre l'argent du pétrole pour financer son réarmement et se débarrasser des rebelles, plutôt que de l'investir dans la lutte contre la pauvreté. Ce qui fait que le projet de pipeline a été un succès de gestion, livré dans les délais, dans un pays comme le Tchad, dont les capacités en matière de gestion sont limitées, donc on ne peut pas réaliser de pipeline. Et cerise sur le gâteau, pour ce qui est donc des bailleurs de fonds, ça s'est bien passé relativement pour la Banque mondiale, mais ça ne s'est pas bien passé pour les bénéficiaires, mais ça s'est très bien passé pour ExxonMobil et consorts qui ont pu avoir un retour sur l'investissement en 3 ans. Alors, tu vois, malgré la bonne volonté du départ, ça a pris quand même, là, de ce que tu nous as mentionné, là, 11 ans de préparation pour ce projet-là, 6 ans de planification, 5 ans pour se pencher sur la gouvernance. Il y a quand même parfois des contextes politiques qui viennent influencer les résultats. Et c'est ce qu'on peut voir avec ce que tu nous as expliqué avec ce bel exemple-là à l'international. Tout à fait. Maintenant, je regarde Audrey. Audrey, alors je vous écoute sur cette question. Oui, alors de notre côté, au niveau de l'impact sur les communautés locales, je vous dirais qu'en intégrant les dimensions sociales et environnementales dans nos projets, on s'est rendu compte que ceux-ci répondent mieux aux besoins des communautés et des usagers, forcément. On innove dans nos pratiques pour concilier les intérêts de toutes les parties prenantes. En tout cas, on tente de les concilier, ce n'est pas toujours facile. Et on favorise des communautés en mode plutôt adhésion, plutôt qu'en mode acceptation ou acceptabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ces parties prenantes-là sont prêtes à contribuer vraiment et à s'engager pour la bonification et la réalisation des projets. Donc, ça, c'est vraiment au niveau des communautés. Il y a d'autres types de retombées, évidemment. On pense particulièrement aux retombées économiques. Donc, nous, on est des grandes infrastructures de transport. Donc, c'est vraiment en tant que grand donneur d'ouvrage, c'est le maintien et la création d'emplois, évidemment, dans les domaines de l'ingénierie et de la construction, mais aussi auprès d'autres organismes tels que des organismes communautaires, des organismes dans le domaine de l'art. On pense avec la mise en valeur de certains actifs. Un exemple, c'est le projet d'illumination du pont Jacques-Cartier
Jacques Cartier, pardon, et aussi en collaborant avec des organisateurs de nombreux événements sportifs et culturels. Le pont Jacques Cartier a accueilli notamment à de nombreuses reprises le Marathon de Montréal et les Feux internationaux, qui sont quand même sur la place internationale très remarqués. Je finirai avec, à l'interne, dans nos pratiques internes, on remarque vraiment un sens de l'engagement auprès des employés avec un sentiment d'innover et de faire une différence dans les communautés. Donc, à l'échelle de la société, à PJCCI, un employé soucieux et conscient des impacts générés sur les communautés pourra mieux anticiper et intégrer les dimensions sociales et environnementales. On est des équipes multidisciplinaires sur les projets, ce qui permet d'amener les enjeux et les solutions en temps réel. Donc, l'engagement des praticiens et des parties prenantes nous donne vraiment de meilleures analyses de risque des projets et on travaille de manière constante avec les parties prenantes internes et externes pour favoriser des projets d'envergure et à impact positif sur les communautés. Merci beaucoup, Audrey. Et je retiens encore, mon Dieu, vous me nourrissez de commentaires, les trois, vraiment, d'éléments vraiment riches. En fait, ce qu'on comprend aussi, c'est vraiment non seulement de tenter de concilier les attentes, mais de générer une appropriation des bénéfices. Et ça ne se fait pas par magie. Vous avez des équipes à l'interne multidisciplinaires qui ont ça à cœur, qui ont vraiment un sens de l'engagement pour que les bénéficiaires puissent s'approprier ces bénéfices-là. Alors, très intéressant. Merci, Audrey. J'aurais le goût de vous poser aussi une troisième question. Je vous aime trop. Vous êtes trop bon. Alors, ma troisième question, c'est la suivante. C'est, selon vous, de quoi les praticiens auraient besoin pour les aider à intégrer les dimensions sociales ou les bénéfices non financiers dans les projets? Tout à l'heure, Mario, lorsqu'il a fait son intervention, sa présentation, il mentionnait peut-être de mécanismes, de pratiques. Est-ce que vous avez besoin d'outils? Est-ce que vous avez besoin de changements du cadre législatif ou de formation, de sensibilisation? Qu'est-ce que vous avez besoin pour faciliter votre tâche pour intégrer ces bénéfices non financiers et ces dimensions sociales? Alors, je commencerai cette fois-ci avec Lavagnon pour répondre à cette question. Alors, merci Nathalie. On ne va pas te répondre à compte-cœur, même si on a un projet à compte-cœur ici. Alors, mon projet, comme je l'ai dit, porte sur le pipeline Tchad-Cameroun. Et comme je l'ai mentionné ce matin, la Banque mondiale a dû, à un moment donné, face aux dérives éconocentriques et technocratiques des projets qu'elle a connus dans les années 50-60 et même jusqu'au milieu des années 70, elle a dû mettre en place une expérience anthropologique en homme qu'elle n'a jamais connue dans les 30 premières années donc, de développement. Ce faisant, au fil des ans et des décennies, elle a accumulé une panoplie d'outils pour pouvoir capter les fameux bénéfices non financiers dans les projets de développement. Alors, le changement du cadre légal, on en parlait tout à l'heure. Ces projets de développement ont souvent lieu dans des environnements plutôt difficiles, complexes, qui n'ont rien à voir avec la qualité et la force des institutions qu'on a, par exemple, au Canada. Prenons, par exemple, les règles de droit et les litiges commerciaux. Ce n'est pas exactement la même chose dans certains de ces pays-là. Du coup, la loi sur la distribution des revenus pétroliers, comme on en parlait tout à l'heure, a dû être votée. Mais vous avez vu, comme les institutions n'étaient pas fortes, le changement du cadre légal n'a pas suffi. Donc ça, c'est un premier exemple. Oui, des fois, il faut faire un changement de cadre légal, mais ça montre rapidement ses limites quand les institutions sont fragiles. Et pire encore, quand il s'agit de pays encore plus fragiles qui sortent de la guerre ou de catastrophes naturelles ou de désastres de tout genre. En plus de tout ça, je peux vous citer un certain nombre d'outils dont j'ai fait part dans ma présentation ce matin, comme les documents stratégiques de réduction de la pauvreté, le cadre partenariat pays à l'échelle macro, parce qu'on veut s'assurer que les projets prennent en compte les besoins
de ces pays et des populations locales. Il y a sur le plan environnemental les fiches de données intégrées sur les principes de sauvegarde sociale et environnementale que la Banque mondiale utilise. Il y a le rapport d'évaluation environnementale, le plan d'action environnementale et bien sûr le rapport d'évaluation d'impact en toute fin de projet pour s'assurer que toutes ces promesses ont été tenues. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas citer tous les outils qui sont disponibles ici. On peut même aller jusqu'aux analyses en matière de genre pour s'assurer de l'implication donc des femmes dans les choix et la réalisation des projets de développement. Donc, bref, il y a une panoplie d'outils qui sont utiles et je viens de vous en donner quelques exemples. Merci Lavagnon. On voit aussi par ton intervention, puis de ton intervention de ce matin, oui, il y a des outils et dans le développement international, on a peut-être pris de l'avance par rapport à ce qu'on mentionnait ce matin, la gestion de projet, là, ici, peut-être au Québec, au Canada, où est-ce qu'on a moins connaissance de ces outils qui sont utilisés dans le développement international. Et ce que j'entends aussi de ton intervention, c'est que ça dépend du contexte. On peut avoir les meilleurs outils du monde, mais si le contexte n'accueille pas l'utilisation de ces outils-là ou les différences culturelles aussi qui ne facilitent pas l'utilisation des outils, bien, on n'arrive pas à nos fins avec ces changements, ces changements légaux. Alors, je m'arrête ici. Je me retourne maintenant vers Audrey. Audrey, pour répondre à cette question. Oui, ben en fait, je vais un peu la modifier dans le sens, je vais vous dire qu'est-ce que nous, on a mis en place, évidemment, comme vous disiez ce matin avec Marie-André, c'est la progression continue, autant dans le temps que dans l'amélioration de ces outils-là. Puis, il faut vraiment une appropriation aussi à l'intérieur de nos organisations parce qu'elles ont toutes des mandats différents, puis des cultures différentes. Moi, je vais vous donner peut-être un exemple, quelques exemples de ce qu'on a mis en place. C'est vraiment la mise en place d'un processus corporatif d'engagement et de relation des parties prenantes. Donc, par exemple, dans le cycle de vie du projet, on fait des cartographies de parties prenantes qui sont mises à jour tout au long du cycle du projet selon les go-no-go qu'on pourrait dire qui se font à toutes les étapes du projet. Quoi d'autre comme type d'outils qu'on a travaillé au fur et à mesure, c'est par exemple un outil multicritère qu'on utilise. Puis on s'assure vraiment de l'équilibre entre le nombre de critères sociaux, environnementaux, économiques et techniques. Donc l'équipe multidisciplinaire, comme je vous le disais tantôt, sur le projet se réunit, choisit à travers une centaine de critères, puis elle s'organise pour que ça soit équilibré. Ceci, ça permet évidemment que les dimensions sociales et environnementales sortent et soient traitées dans le cycle de vie du projet. Je vous donne quelques types de critères sociaux dans cet outil multicritère qui est bien humblement maison. C'est contribution à la création d'espaces publics pour la communauté, des contributions à la conservation, à la mise en valeur du patrimoine culturel et historique, contribution à l'accessibilité universelle, etc. Mais nous, on fait vraiment une multitude on utilise une multitude de projets. Par exemple, comme M. Lavagnon le mentionnait, on a aussi des outils de monétisation avec des indicateurs multiples. Donc, on fait des analyses avantage-coût. Par exemple, je vous parlais de l'illumination du pont tout à l'heure. On a fait une analyse coût-bénéfice, avantage-coût pour ce projet-là. Donc, en multipliant les initiatives, c'est un peu comme les parties prenantes, en multipliant les initiatives, on s'assure de l'intégration constante des dimensions sociales et environnementale. Je finirai par un dernier exemple, si j'ai le temps. Il y a une reconnaissance au niveau des grandes infrastructures qui s'appelle Envision. C'est de l'ASI et sans certifier tous les projets, c'est quand même une feuille de route intéressante pour développer des initiatives et des programmes à l'interne. Ça couvre vraiment une multitude de facteurs, leadership, impact sur la nature, biodiversité, etc. Donc, si on ne sait pas par où commencer, c'est vraiment un bon moyen pour se faire une petite feuille de route et l'adapter à notre culture d'entreprise.
Merci beaucoup, André. Puis, bon, c'est intéressant. Envision, c'est une approche avec des étapes, des critères. Et ce que j'entends aussi de votre intervention, c'est un processus qui est dynamique. Donc, on considère une approche multicritère, on regarde les avantages coûts, on regarde aussi les risques sociaux. Et puis, il y a des outils qui existent comme Envision, mais aussi il y a une évolution qu'il faut tenir compte parce que c'est toujours à s'adapter par mouvance. Puis ma collègue Marie-André, avec qui je fais les travaux de recherche sur la définition de ces outils-là, l'appropriation par les différentes parties prenantes soulève cette nécessité de co-construction et de dynamique, de dynamisme qu'on a besoin. Alors, je m'arrête ici. J'aurais tellement de choses à continuer. On pourrait continuer la discussion dans ce sens-là, mais j'aimerais entendre Paul pour pour cette question. Merci. Bon, ben nous, à titre de promoteur d'un grand projet d'infrastructure, l'administration portuaire de Montréal a des obligations à l'égard des gouvernements relatives à la dimension sociale. Nous avons évidemment l'obligation de consulter les parties prenantes, dont les Premières Nations. Nous devons justifier le bénéfice social et environnemental du projet, notamment en mettant des analyses avantages-coûts. Je pense que c'est le sujet d'un autre atelier qu'il y a eu à l'ACFA, mais je ne suis pas certain, mais je pense. Ce sont des exigences évidemment très objectives, très encadrées, pour lesquelles il est difficile de mesurer les impacts sociaux. En même temps, nous devons tenir compte de facteurs beaucoup plus subjectifs concernant nos relations avec les communautés. Il n'y a pas de manuel de règles pour ça. Le partage des expériences entre des promoteurs et des projets est toujours très utile. Le promoteur aussi aurait avantage à consulter des études de cas, comme celle qui a été faite avec KIOPS et puis l'administration portuaire de Montréal, par exemple, qui a donc mis l'emphase sur le processus d'engagement aux communautés pour assurer une gestion responsable de l'enjeu d'acceptabilité sociale et bien sûr de façon à respecter les principes de la justice procédurale et à soutenir l'établissement de la confiance. Il y avait quelques dimensions clés de ce processus qui englobent vraiment l'implication en amont proactive. Donc, notre démarche d'engagement des parties prenantes pour la construction du terminal de Contrecœur s'étend de 2014 à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas d'hier qu'on s'est pris. Nous avons donc aussi procédé à des consultations ciblées aux autorités locales et régionales, des clients, des locataires, des opérateurs, des ONG, le voisinage, organismes environnementaux, socio-économiques. On a eu des portes ouvertes aussi, des séances d'information publiques aux citoyens de Contrecœur et de Verchères et de la MRC. On a aussi eu des consultations ciblées aux autorités gouvernementaux ainsi qu'aux Premières Nations. Donc, pour nous, notre projet d'expansion à Contrecœur avance très bien sur le plan social. Les retombées de nos efforts pourront être mieux évaluées pendant la construction et surtout durant la phase opération qui devrait débuter en fin 2025 à venir. Merci, Nathalie. Merci beaucoup, Paul. Puis, c'est vrai qu'avec le KIOPS, on a documenté Contrecœur. Et puis, ce qu'on remarque aussi, il y a une conciliation à faire avec. Il y a le rôle du promoteur qui a quand même des objectifs économiques parce qu'il y a des parties prenantes, il y a je vais utiliser le terme en anglais, des stakeholders ou des shareholders il faut répondre à leurs besoins. Mais il y a aussi les besoins de la population qui sont d'autres acteurs dans lesquels il faut concilier ces attentes-là. Donc, le rôle de l'intégration de ces bénéfices-là et l'appropriation par les bénéficiaires, c'est vraiment aussi de faciliter, de supporter ou de soutenir le promoteur dans l'intégration de ces bénéfices-là et de voir la valeur sociale du projet et de faire comprendre aux différents shareholders, là je ne trouve pas le terme en français, mais il va venir, les actionnaires, de faire comprendre aux actionnaires que la valeur sociale a aussi une valeur pour nos projets. Mais non, c'est très intéressant. Alors, je ne sais pas si je vois le temps qui file. Malheureusement, je ne pense pas que je vais avoir le temps de vous poser une autre question, mais je me retournerai vers les gens de la salle.